Madame, Monsieur, bonsoir et merci de rester fidèle à ITV. Quelle idée saugrenue de demander la légalisation du cannabis. Pendant ce temps, la vigilance des limiers se fait intraitable et dans la foulée, notre jeunesse baisse la garde face au sida. Aussi, les contestataires de Nyolank restent toujours droits dans leurs bottes. Voici la colonne vertébrale du journal. C'est 1 tonne et quelques 150 kg de chanvre indien qui ont été saisis à Mour en son quai de pêche. La tortuosité des dealers est à la hauteur de la vigilance à toute épreuve des forces de sécurité. C'est donc un joli coup, en l'occurrence réussi par la police. On ne peut pas se permettre d'avoir des relations d'habitude avec les facteurs de risque susceptibles de déboucher sur l'abominable virus du sida. Le Conseil national de lutte contre le sida ainsi que les spécialistes en général ont fait observer que la jeunesse s'est relâchée et qu'il n'a jamais été aussi actuel pour les uns et les autres d'appliquer ce qu'on appelle le principe de précaution. Les membres de Nyolank ont été relâchés après un séjour le temps d'un week-end dans les commissariats de Dakar pour avoir occupé la voie publique sans autorisation et en distribuant des tracts et des flyers pour communiquer sur la décision jugée unique d'augmenter le prix de l'électricité au Sénégal. Également les yeux doux de la Grande-Bretagne au continent africain, l'Afrique qui est marquée par sa vitalité démographique et ses taux de croissance assez flatteurs. Le sommet sur les investissements anglais en Afrique a été ouvert par Boris Johnson qui a plaidé pour que son pays demeure l'investisseur de choix des États africains. Enfin, l'invité du jour, Alioune Tune, fondateur d'Africa Jom Center et membre éminent de la société civile qui a aujourd'hui des positions un peu tranchées sur le dialogue national en cours au Sénégal. Nous allons le retrouver en fin de journal et le développement de ce même journal dans un instant. Pendant donc que des acteurs de la société civile diffusent des messages pour évangéliser le monde en vue de sa légalisation, les limiers de Mour ont saisi 1 tonne ainsi que 150 kg de chanvre indien découvert au quai de pêche de Mour. Alioune Kane, notre correspondant sur place, nous en dit davantage. La quantité de chanvre indien est estimée à 1 tonne, 150 kg. Elle a été saisie cette nuit par les éléments du commissariat central de Mour. De sources policières, le mis en cause, domicilié à Grand-Bourg 1, détenait 300 kg de chanvre indien. Il a été pris sur la plage en train de débarquer de la marchandise avec 2 de ses présumés acolytes qui se sont enfuis, d'après toujours les policiers. Autre précision, après perquisition effectuée au domicile du trafiquant présumé, 12 sacs de 100 kg de chanvre indien ont été découverts. Au total, 1 tonne et 150 kg de chanvre indien ont été saisis entre la plage de Tripano et Grand-Bourg 1. Ces 2 autres acolytes ayant pris la fuite, mais sont identifiés d'après la police qui a lancé des recherches pour les retrouver. Et nous parlons d'autres bisbilles dans ce journal. Les 15 éléments du mouvement de contestation Nyolank ont finalement été libérés après avoir passé le week-end dans les commissariats dakarois. C'est pour fête de distribution de tracts sur la voie publique qu'ils ont été mis aux arrêts. Les supports de communication ont donc été confectionnés pour expliquer le non fondé du réajustement des tarifs de l'électricité dans le pays. On écoute l'une des figures de cette contestation qui parle de kidnapping pur et simple. Alioune Sané est au micro de Abdou Wahab Ndiaye. Après un kidnapping de 48 heures par la police nationale, par la police de notre pays, le seul tort que nous avions, notre seul tort, c'est d'avoir voulu aller à la rencontre de nos concitoyens pour discuter de cette
cette décision de baisse injustifiée, de hausse injustifiée du prix de l'électricité. Et si vous voyez les images, ce n'était pas un rassemblement, ce n'était pas un attroupement, c'était plutôt du dox-mbok. On s'est conformé, on s'est adapté à nos réalités socio-culturelles pour nous former en groupe de 2-3 maximum, aller dans les marchés, dans les artères pour discuter avec les citoyens sur cette hausse et en même temps pour leur signaler que la Sénélec est en train déjà de taper dans la poche du citoyen. Les factures sont déjà chères depuis le mois de décembre. Donc c'était ça le sens de notre initiative. C'était pas une mobilisation, c'était pas de l'attroupement, mais c'était du dox-mbok. Mais malheureusement, la police, et ça nous tenons à le signaler très très fort, parce qu'on se rend, en fait, on observe qu'il y a une nouvelle doctrine de notre police qui est en train de se développer. Une doctrine qui ne respecte pas les droits des citoyens, qui consiste à ne pas faire seulement dans le renseignement qui est normal, mais à infiltrer des mouvements comme les nôtres. Et si vous voyez la plupart des arrestations, les gens ont été arrêtés alors qu'ils n'avaient même pas commencé à discuter avec les citoyens. L'écume des vagues aussi à Saint-Louis où les professionnels de la pêche ont reçu sur place la société d'infrastructure de réparation navale, la CIRN, qui a la charge de la mise à disposition aux pêcheurs de pirogues en fibre de verre. Un panel s'est organisé dans la vieille ville à la chambre de commerce où les pêcheurs n'ont pas voulu mordre à l'hameçon des pirogues inaccessibles en termes de coût. C'est un sujet de Momar Alissigna. Dans le cadre des séries de panels initiées par la Chambre de commerce de Saint-Louis à l'occasion de la foire internationale FISA, la société d'infrastructure de réparation navale, CIRN, a eu l'occasion d'échanger avec les professionnels de la pêche à propos du renouvellement du parc piroguier. L'État, à travers cette société, compte accompagner les pêcheurs pour l'acquisition de pirogues en fibre de verre. Tout acteur qui voudrait acquérir la pirogue en fibre de verre, nous sommes ouverts à l'accueillir, mais bien entendu, il bénéficiera de la prime de casse au cas où il nous rendrait sa pirogue en bois. Donc c'est ça la première facilitation que l'État du Sénégal apporte aux pêcheurs. La deuxième chose, c'est que les pirogues en fibre de verre sont équipées de gilets, de toutes sortes d'équipements nécessaires à la pêche. Ces pirogues, selon le président de la Chambre de commerce, vont faciliter le développement du transport fluvial. Nous devons y réfléchir entre la Chambre de commerce, la mairie et le conseil départemental pour qu'on puisse signer un partenariat avec la CIRN pour les embarcations en fibre pour le transport. Je crois que Saint-Louis peut changer de visage et cela c'est possible. De leur côté, les professionnels de la pêche saluent cette initiative, mais jugent encore très élevé le coût de ces pirogues qui varie entre 5 et 6 millions d'euros. Et puis un petit coup de théâtre dans l'affaire litigieuse de Tobago. Les dignitaires lébou, les Frères de Yoff notamment, ont demandé au pouvoir public de saisir la justice afin que lumière soit faite. À les écouter, il s'est passé un bradage innommable, un bradage foncier donc. C'était lors d'une conférence de presse au cours de laquelle ils ont étalé leurs nombreuses inquiétudes en demandant réparation et justice. On écoute de ce fait Moustapha Gueye, c'est le secrétaire général. Il est ici au micro de Migui Maram Ndiaye. Yoff est de 1432, Dakar 1790, donc 358 ans de différence. Ngor, Wakam et Dakar viennent de Yoff. Aujourd'hui, sur Tobago, tous les Sénégalais ont soutenu les sinistrés au moment de les remettre dans leurs droits. Des cagoulards ont tout chamboulé pour se sucrer sur 50% des ayants droit. Désormais, aucune autorité coutumière extérieure de notre village Yoff ne peut parler en notre nom. Cette salle est remplie de 50% des sinistrés
non indemnisés. Nous demandons au chef de l'État que réparation soit faite à ces gens. Plus rien ne se déroulera sur notre assiette foncière sans notre inclusion. Levée de bouclier donc à Yoff au moment où les défis de la sécurité maritime sont au cœur des actions qui marquent en ce moment les marine nationale. Un forum s'est tenu à la base navale dans un contexte d'exploitation et de future production de gaz et de pétrole offshore. Pour parer au plus pressé, la marine nationale va donc renforcer ses équipements ainsi que sa flotte avec la prochaine réception de bateaux patrouilleurs. C'est un sujet de Abdulrahman Li. Le Forum international s'intéresse aux défis de la sécurité maritime. 25 pays, dont le Sénégal, y ont participé avec des exposés de participants qui apportent leur pierre à l'édifice. Des précautions pour prendre les devants dans la perspective de l'exploitation du pétrole et du gaz. Il va de soi que cela va aiguiser des appétits et cela va donc davantage nous mettre dans une position de mieux défendre notre sécurité, d'assurer notre sécurité maritime. C'est les enjeux de cette réunion dans l'anticipation, dans la prévention, pour pouvoir nous donner les meilleures capacités de faire face sans doute à ces menaces qui, on a vu, qui frappent le golfe de Guinée, mais le golfe d'Aden. Donc nous voudrions que le Sénégal puisse donc être en mesure de relever cet énorme défi, qui est un défi qui ne sera pas facile. Nationalisons la problématique. Pour une frontière maritime bien sécurisée, il faut certes des ressources humaines qualifiées, mais également des équipements. Conscient de cela, le chef d'état-major de la marine rassure. Selon lui, les marines sont jusque-là bien équipées et prêtes à faire face aux menaces auxquelles elle peut être confrontée. Jusque-là, par rapport aux risques qu'il y a dans nos eaux, la marine nationale est très bien équipée. Aujourd'hui, elle est en anticipation sur ce qui pourrait arriver si jamais on commençait l'exploitation du pétrole et du gaz. Les moyens existants aujourd'hui permettent de faire face efficacement aux risques actuels et dans quelques années, vous allez voir, nous allons être complètement aptes à faire face à toutes les menaces multiformes qui pourraient se poser à nous. Un renforcement logistique est prévu avec des patrouilleurs attendus au terme de la procédure administrative en cours. Il y a quelques procédures administratives qui restent et nous espérons que dans quelques semaines, les chantiers vont être lancés. 31 mois après le lancement du premier chantier, le premier bateau devrait être là et tous les 6 mois, nous devrions recevoir un bateau. La coopération, c'est le leitmotiv de cette rencontre. Pour la tutelle et le chef d'état-major de la marine, c'est la meilleure solution pour mener à bon port les récalcitrants des eaux. On vous l'a déjà dit il y a bien longtemps que la santé a remplacé le salut et il semble bien qu'il y ait une forme de relâchement dans la vigilance à toute épreuve qui doit prévaloir face au sida. Les données à notre disposition font apparaître que 60% des nouvelles infections du VIH touchent davantage les jeunes de notre pays. C'est une assertion de la secrétaire exécutive du Conseil de lutte contre le sida, mais un responsable au sein du ministère de la Santé affirme qu'il n'y a pas pour le moment péril en la demeure et qu'on peut arrêter l'hémorragie. On va l'écouter, il est au micro de Oumar Khan. Relâchement, je ne le pense pas. On a gardé la même vigilance, mais le relâchement, c'est plutôt du côté des populations. Compte tenu des acquis, compte tenu des informations que ces populations-là ont, mais compte tenu aussi du discours véhiculé par les communautés concernées directement par ce virus-là, les populations ont tendance à banaliser les facteurs de risque. Et là, effectivement, c'est les jeunes qui sont les plus vulnérables. Mais le ministère reste toujours vigilant par rapport justement à ces problématiques-là. Sous peu, vous verrez que la tendance va être complètement renversée. Parce que vous savez,
Il y a aujourd'hui beaucoup d'avancées dans le cadre de l'utilisation des ARV et avec une nouvelle approche qu'on appelle test and treat. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il y a plus de... Dès que c'est positif, dès qu'on identifie que vous avez le virus, immédiatement vous êtes mis sous ARV. Quelle est la conséquence de ça? Ça arrête immédiatement la transmission. Et toujours en matière de santé de nos jours, on met la dimension genre à toutes les sauces, c'est ce qu'on voit bien. Pour l'évaluation des aspects de la recherche en santé, les scientifiques, chercheurs et bien d'autres spécialistes sanitaires sont formés et puis orientés en vue d'une meilleure prise en charge des dimensions genre. Dans un atelier de formation, le concept de santé individualisée a été mis en avant et plus de détails dans ce compte rendu signé Omar Khan et le cadreur Mafalfal. Intégrer la dimension genre et celle de l'égalité des sexes dans la recherche en matière de santé, c'est l'objectif de cet atelier de formation. Son but principal, pousser les chercheurs à s'intéresser davantage aux couches les plus vulnérables. À peu près 50% de la population dans nos pays est composée de populations vulnérables. Nous disons genre sensible. Ce sont les populations féminines, mais également des populations qui sont vulnérables, les personnes âgées, les enfants. Et ce sont ces populations-là qui font l'objet des recherches. Donc, au-delà même de l'égalité des sexes, au-delà de cela, il y a aussi une certaine vulnérabilité de ces couches pour lesquelles les chercheurs doivent porter une attention particulière quand ils proposent des protocoles de recherche. Toutes les personnes qui sont susceptibles de participer, d'avoir un intérêt pour la recherche ont été conviées à cette formation de 5 jours. Une approche qui trouve toute sa pertinence, d'autant plus qu'elle va dans le sens de faciliter la dimension individuelle. L'approche genre permet tout simplement, comme l'a dit la présidente du comité national d'éthique, de mettre plus d'attention sur l'équité dans l'offre de services de santé, mais également prêter plus attention à ces groupes vulnérables quand effectivement on élabore des protocoles de recherche. Il faudrait tout simplement tenir compte que ce qui est valable pour un individu de sexe féminin peut ne pas l'être pour quelqu'un de sexe masculin, quel que soit son niveau social en question. Cela signifie que dans la démarche de recherche, cette dimension genre doit être prise en compte de façon spécifique et cela va permettre d'être beaucoup plus efficace dans la manière de générer la connaissance, mais surtout dans l'implémentation de ce que l'on appelle la santé individualisée. Les initiateurs de l'atelier comptent également en organiser dans les pays de la sous-région. Et souvent, toutefois, on a pointé l'indigence des infrastructures dans nos territoires et dans ce cadre-là, Ville de Fatick a hâte de voir ses équipements sanitaires renforcés en vue d'une meilleure couverture au profit de sa population. Le maire de la ville et en même temps ministre des Sports du Sénégal a porté sa communication dans ce sens en procédant à l'inauguration d'une maternité sur place. On écoute l'édile s'exprimer. Il était au micro de Aliou Khan. Vous savez, Fatick a besoin de renforcement au niveau des infrastructures sanitaires. Nous avons l'hôpital régional, nous avons le district sanitaire, mais on a beaucoup de postes de santé. Presque que ce soit Darussalam, Ndiaye, que ce soit Pelga, même la case de santé de Pouham, nous essayons d'accompagner avec les moyens de la mairie, mais nous avons besoin aussi d'hommes et de femmes engagés qui savent prendre des initiatives au niveau des comités de développement de santé pour que effectivement ces initiatives puissent accompagner l'existant déjà. La population augmente et que les postes de santé ne suffisent plus pour prendre en charge cette question de santé.
C'est pourquoi il faut effectivement construire d'autres bâtiments, notamment des maternités, pour accompagner la femme. Et vous savez la place que le président Macky Sall donne à la femme dans tout ce qu'il entreprend pour le développement économique et social de ce pays. Donc la mairie aussi qui est un démembrement de l'État, parce que ça aussi il faut le noter, il n'y a pas de mairie qui puisse faire autre chose que sur la ligne tracée par le chef de l'État. Et la mairie de Fatick ne saurait être en reste. Et nous sommes en train d'accompagner efficacement ces infrastructures. Voilà, avant de recevoir l'invité du lundi, en l'occurrence Alioune Tine, on parle un peu de géopolitique. Après le sommet Russie-Afrique, voilà que l'on assiste à un autre conclave entre la Grande-Bretagne et l'Afrique. Il semble que les Britanniques aient envie d'intensifier les investissements sur le continent où la Chine paraît la plus agressive. Le sommet intervient dans un contexte où le Royaume-Uni tourne le dos à l'Europe à la faveur du Brexit. Cher Hassan Nafal contextualise pour la rédaction les enjeux de ce conclave. De nouvelles perspectives pour les échanges commerciaux bilatéraux et l'intérêt grandissant des investisseurs britanniques pour l'Afrique. Voilà les deux principaux thèmes du sommet sur l'investissement entre le Royaume-Uni et l'Afrique à l'approche de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne prévue pour le 31 janvier. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a convié certains chefs d'État africains pour renforcer la collaboration entre sa nation et le continent africain. Une coopération déjà très fructueuse pour le Sénégal, car la Grande-Bretagne y investit déjà plus de 40 millions de livres par an, soit 30 milliards de francs CFA. Des institutions britanniques de financement du développement telles que le CDC Group et PIDG jouent un rôle déterminant dans les grands projets du Sénégal. Le groupe CDC a financé des projets dans le domaine de l'énergie tels que les installations solaires de Senergy et Tenmerina. Il a également investi dans des entreprises telles que Senbus Industries et les ciments du Sahel. Le PIDG a financé des projets de grande envergure comme l'aéroport international Blaise Diagne et le terminal à conteneurs du port autonome de Dakar. L'engagement du PIDG à hauteur de 20 millions d'euros dans la centrale solaire de Bokol a été essentiel pour le lancement du projet et a généré une énergie propre à moins 50% par kilowattheure par rapport au bouquet énergétique existant. Grâce à des investisseurs tels que BP, Kind Energy plc, Lekela, la société de culture légumière et West Africa Farm, le Royaume-Uni est en phase de devenir le plus grand investisseur de l'Union européenne au Sénégal selon le Bureau d'information gouvernementale. Ce sommet vise à élever les relations économiques et commerciales avec le continent africain au niveau de partenariat global et à permettre à la Grande-Bretagne de devenir le portail de l'Europe pour l'investissement et le commerce vers les pays de l'Afrique. Le financement durable, l'infrastructure, les plans d'investissement communs et l'établissement de nouveaux partenariats entre la Grande-Bretagne et les pays africains. Dans ce contexte, l'ambassadeur de Grande-Bretagne au Caire, Geoffrey Adams, a récemment déclaré que le sommet avait également pour objectif de faire du Royaume-Uni le meilleur partenaire de l'Afrique. Voilà, ce lundi, nous avons plaisir à recevoir M. Alioune Tine, c'est le fondateur d'Africa Jom Center. Bonsoir Alioune. Bonsoir. Voilà, African Jom Center, beaucoup en parlent comme d'un objet non identifié. De quoi cela est-il le nom? Écoutez, c'est un think tank, un laboratoire d'idées, et nous travaillons sur beaucoup de choses. Sur la créativité en matière de démocratie délibérative, sur les questions de justice indépendante, état de droit, droits humains. On travaille également sur la sécurité. On a sorti des choses déjà sur le Sahel. Et puis, on travaille aussi sur les questions d'environnement. C'est important pour nous, voilà. Voilà, c'était bien. Un de vos collègues de la société civile a sorti hier une idée que beaucoup de Sénégalais ont jugé comme étant irresponsable, c'est-à-dire la légalisation de la consommation et même du trafic de cannabis. Écoutez, oui, la question. Est-ce que vous comprenez la mouche qu'il a piquée?
il est évident que peut-être les gens ne sont pas assez bien informés. La CEDEAO avait demandé à Kofi Annan et à Obasanjo de leur faire un rapport sur la drogue. Quand ils ont étudié les effets de la drogue, ils ont été ahuris. Dans les conclusions du rapport, ils ont demandé la légalisation. Mais c'est un débat sur le plan politique qui n'est pas politiquement correct. Et vous savez, les effets de la drogue aujourd'hui, on dit, bon, on a attrapé 1500. Mais avant d'avoir les 1500 kilos, il y a combien de kilos qui se sont échappés? Où ça va? Et aujourd'hui, ce milieu a infiltré les institutions politiques dans certains pays. Ils ont même infiltré les institutions de sécurité dans d'autres pays. Et bien l'administration. Et vraiment, quand vous regardez les rapports, ce que les gens font avec le GIABA, ce qu'a dit même ici un éminent politicien, Moustapha Cissé Lo, il a dit des choses, il en sait quelque chose, l'ONUDC. Donc, je pense que c'est un débat qu'il ne faut pas avoir peur de poser, de discuter. Vous savez, à l'époque de l'interdiction de l'alcool aux États-Unis, c'était ça, hein? Et c'était tabou. Mais maintenant, il faut voir les effets que ça a dans la société et les effets effectivement vraiment de trafic et de la clandestinité. Ça a des effets terribles pour les gens qui sont bien informés. Oui, donc... Le milieu du sport, Cissé Lo l'a dit. Avant Cissé Lo, il y avait un magistrat qui était là, un magistrat français, il dit, mais écoutez, le blanchiment, regardez l'immobilier au Sénégal. Et Cissé Lo aussi a parlé de l'immobilier au Sénégal. Donc, tout ça, ça fait que je pense qu'il faut poser le débat sur la table, en discuter sereinement. C'est ça, oui, je ne vous coupe pas. Donc, clairement, vous y êtes favorable ou non? Moi, je suis pour le débat, je suis pour la réflexion, pour l'approfondissement de la réflexion, c'est totalement. Et le débat qui est posé, il est posé. Écoutez, on n'a qu'à engager le débat. Très bien. Et puis, ce n'est pas nous. Moi, quand j'ai lu le rapport de Kofi Annan, c'est dans Internet, hein, les gens ils peuvent y avoir accès. Il faut le lire pour savoir quand même les réalités profondes que cache effectivement le trafic de drogue et les effets de la drogue, l'infiltration de la drogue des institutions politiques, des institutions sécuritaires, du domaine du sport, tout le monde le sait. Voilà. Maintenant, voilà, casser cette chose que je ne saurais voir, ça c'est un tout petit peu aussi l'hypocrisie bien connue chez nous. Hein. C'est voilà. Tartuffe, quoi. C'est du tartuffe. Oui, donc on aura le temps de développer ces sujets-là dans d'autres instances. Absolument. Aujourd'hui, on va parler de dialogue national. On a ressenti votre frustration. Je ne sais pas, vous n'avez pas été coopté dans les commissions. Qu'est-ce qui vous gêne dans le dialogue national que le Sénégal mène à présent? Rien ne me gêne. Moi, le dialogue, je suis dedans. On ne peut pas m'exclure du dialogue. J'ai déjà produit pas mal de choses que je mets à la disposition des gens. Ce n'est pas parce qu'on est dans la salle qu'on est parti ou on n'est pas parti. Moi, je suis, si tu veux, un partisan du dialogue. J'ai organisé des dialogues dans d'autres pays, en Mauritanie, au Guinée-Bissau, même au Niger, quand on a travailler Guinée-Conakry, etc. Donc, ce n'est pas le problème. Si on vous demande de venir, vous venez. Si on ne vous demande pas de venir, vous donnez votre production. Et la production, nous l'avons. Nous avons travaillé sur les assises nationales en invitant tout le monde. Maintenant, j'ai dit mon avis. C'est-à-dire que quand on organise une chose aussi importante, de mon point de vue, je pense que les gens doivent bien préparer les choses. Quand c'est bien préparé, quand les gens font des propositions, on arrive, on peut travailler vite et bien. Quand on travaille sur le dialogue aussi national, on ne peut pas ignorer ce qui a été fait avant et en profondeur. Ça veut dire les assises nationales, ces conclusions. Donc, je pense que déjà, c'est quelque chose qui permet d'aller vite. Moi, j'ai dit 3 mois, c'est trop. Les Béninois, ils ont fait leur truc en 2 mois, vite fait, bien fait. Et puis, ils ont sorti des conclusions plus ou moins claires. Mais c'est bon, c'est une étape. C'est ça. Et au Sénégal, il faut combien de temps? Moi, j'ai dit, écoutez, on peut faire ça en moins d'1 mois, de mon point de vue, si c'est bien préparé à l'avant. Si c'est bien préparé. D'autre part aussi, ce que je critique, c'est en réalité le fait que ça ne soit pas inclusif. Vous savez, si on fait le dialogue avec des gens avec qui on est d'accord, c'est tout simplement, on est un peu dans la connivence. C'est ça. Mais maintenant, la plupart des gens, je veux dire, les acteurs aujourd'hui qui sont, je dirais, les acteurs politiques et les acteurs de la société civile émergente,
avec leurs idéaux. En réalité, qu'il faut que la démocratie sénégalaise est une démocratie dynamique. Voilà, observez aujourd'hui. Très bien. Ils ne sont pas dedans. Oui, c'est ça. Le temps file vite, etc. Il se dit également, il se susurre que vous êtes en colère parce que M. Famara Ibrahima Sagna aurait chippé votre place. Non, non, non. Enfin, j'ai toujours fait la promotion d'Ibrahima Sagna. C'est mon oncle. Famara, il est très bon. Famara, je sais le travail qu'il a fait, qui est un travail fantastique. Je le fréquente, je l'écoute, je lis ses livres. Et c'est quelqu'un qui est dépositaire vraiment d'une mémoire extraordinaire. Et puis, je veux dire, des archives de l'histoire politique du Sénégal pendant les indépendances et après. Donc, c'est quelqu'un qui est très intéressant de mon point de vue d'écouter. Très bien, je ne vous coupe pas, il nous reste moins d'une minute, c'est fini. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez ce qui se passe au Sénégal? On est en état de recul démocratique avec des manifestants qu'on arrête et des distributeurs de flyers. Quel est votre ressenti? Écoutez, par rapport à ça? moi je ne comprends pas, c'est tout à fait absurde. Devinez tout simplement que des jeunes de la majorité ville des flyers pour dire, mais écoutez, voilà les raisons pour lesquelles on a augmenté l'électricité. Mais c'est ça la démocratie. Les gosses, ils ont dit, mais écoutez, l'électricité est chère. D'autres disent, mais si c'est cher, voilà. C'est ça la démocratie. Mais on ne peut pas mettre des gens en prison ou détenir des gens sur ça. Moi, je pense que maintenant, il faut que les gens portent plainte auprès de la police, auprès également des autorités qui abusent un peu des pouvoirs dont ils disposent au nom du peuple. Je pense que ce n'est pas normal. Moi, je suis fortement indigné par le fait que quand des jeunes sortent, distribuent des flyers, mais la distribution des flyers, tout le monde le sait, tout le monde le fait. C'est ça. Et pourquoi la société civile n'a plus la même verve qu'en 2011-2012? Peut-être que c'est vous qui n'écoutez pas. Hein. La société civile continue à parler très bien. La société civile, ce n'est pas Alioune. Alioune a formé pas mal de gens qui marchent sur ses pas et qui le disent. Donc je suis extrêmement fier, bien sûr, d'avoir aussi des gens qui nous voient comme référence, comme modèle dans la société. Je les encourage, je discute avec eux, je travaille avec eux, je me réunis avec eux. Merci beaucoup, M. Alioune. On aura le temps de développer dans d'autres instances. Tout à fait. Voilà, ce journal est terminé. Je vous remercie de votre fidélité et à la revoyure.